que l'ensemble de ce dont on vient de parler, et que je vais repréciser, ces nouvelles technologies de l'information, de la communication, le big data, la connectivité, les algorithmes, le deep learning, l'intelligence artificielle à proprement parler, vont révolutionner le monde, les sociétés, les humains, plus qu'elle ne l'a jamais été depuis l'invention de l'écriture. Pour moi, il n'y a pas de sujet plus important que celui-là. Je suis totalement persuadé que nos enfants, les enfants de nos enfants, et peut-être déjà nos enfants, quand nous sommes jeunes encore, vivront progressivement de manière très différente, que les professions seront très différentes de la manière dont nous avons vécu. Je sais que ma profession de chercheur, de médecin, sera bouleversée par tout cela. Mais je pense qu'il y aura peu de secteurs qui ne seront pas bouleversés. Et donc, en effet, si l'on parle de que sera demain l'humain, il n'y a pas de question plus importante que celle-là, en réalité. Et quand je parlerai, en fin de mon intervention, du transhumanisme, c'est l'utilisation à ce dessein de ces technologies sur lesquelles j'insisterai plus que sur la biologie qui est très balbutiante quant à ses possibilités par rapport à cette technologie. Je vais rappeler les données dont vient de parler Étienne. Il y aura une petite redondance, pas totalement, chacun d'entre nous avec son génie propre, ses caractéristiques le présentera de manière différente, sans qu'il y ait de désaccord. Ce dont on parle est un ensemble de différentes technologies qui sont en résonance les unes avec les autres, mais qui sont profondément différentes. Tout d'abord, il y a un trio presque indissociable, qui est le trio de la connectivité, la connexion, le fait que l'on peut, avec les systèmes des réseaux, avec le système d'Internet, les modes de communication, être en communication partout dans le monde, la connexion. Deuxièmement, les big data, la capacité d'emmagasiner aujourd'hui sous forme de données, bientôt sous forme de données qui seront stockées de manière, sinon éternelle, du moins extraordinairement prolongée. Les travaux pour améliorer les techniques de stockage des données font des progrès totalement fabuleux. Et l'on envisage des outils de stockage dont la durée de vie sera sans doute de plusieurs milliers d'années, peut-être plus, je ne le sais pas, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Et puis évidemment, la méthode indispensable qui consiste à prospecter. Quand vous avez des millions de milliards de données, quand vous les regardez, ça vous laisse quoi si vous n'avez pas un outil de prospection? L'outil de prospection est une forme de technicité mathématique qui permettent d'utiliser des données, de poser une question et d'aller répondre à cette question en piochant, en prospectant dans les big data. C'est ce qu'on appelle les algorithmes. Donc le premier trio dont je vais vous parler, c'est connexion, big data, algorithme. Il n'y a aucune intelligence là-dedans, dans le sens français du terme, c'est-à-dire ce que j'appelle moi intelligence, c'est la capacité d'apporter une réponse adaptée, coordonnée, cohérente à des questions qui sont nouvelles. Résoudre des problèmes qui sont des problèmes qui n'ont jamais été rencontrés auparavant. L'intelligence, globalement, c'est cela. Ce dont je vous ai parlé n'est pas intelligent. Mais d'une bêtise crasse, bête comme mes pieds, c'est déjà extraordinairement performant. Et c'est d'ailleurs à l'origine d'une des très grandes vexations de l'humain. De quoi suis-je fier? De quoi êtes-vous fiers, mesdames? De quoi êtes-vous fiers, messieurs? Sans doute de votre subtilité, de votre vive intelligence, de votre astuce.
Et nous pensons que cette subtilité, cette vive intelligence qui a encore été chantée avec brio par Étienne, par Florence auparavant, vont l'emporter sur la bêtise de ces machines qui sont encore extraordinairement rudimentaires. Eh bien, oui et non. Dans beaucoup de domaines, nous avons appris que le massivement quantitatif l'emportait sur le subtilement qualitatif. Et ça, c'est une vexation considérable. Quand j'ai commencé à faire de la recherche en génétique, je clonais des gènes. Des gènes, il y en a moins qu'on pensait qu'il y en avait quand j'étais un petit chercheur. Il y en a 22 000 chez l'homme, et puis certaines plantes en ont jusqu'à 50 000, 60 000. Nous ne sommes pas du tout les recordman du monde quant au nombre de gènes. Mais ils sont en nombre tout à fait fini. Il n'empêche, il y en a beaucoup. Et chercher un gène, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Et donc, pour arriver à trouver une aiguille dans une meule de foin, de mon temps, le plus astucieux, le plus rusé, le plus subtil, celui qui trouvait une stratégie pour aller trouver le gène, le bon chercheur, quoi. Eh bien, c'est lui qui l'emportait. Avant les autres, il arrivait à identifier le gène qui l'intéressait, dont la mutation, par exemple, est responsable d'une maladie. Ça, c'est totalement du passé. Parce que les outils modernes, bêtes, totalement bêtes, les outils modernes, ils trient brin de foin par brin de foin jusqu'à trouver l'aiguille. Et ils le font en une demi-journée. Aucun problème. Dans mon domaine, l'intelligence, la subtilité ne sert plus à rien s'il s'agit de cloner un gène. Ça ne sert plus à rien. Maintenant, parlons des échecs. Ce n'est pas exactement comme ça que les grandes machines gagnent aux échecs. Mais imaginons un grand progrès dans les systèmes d'ordinateurs. Par exemple, on en est très loin, mais par exemple, c'est encore une expérience de pensée, l'avènement de l'ordinateur quantique. Donc, il a vraiment des performances extraordinaires. Vous imaginez une machine d'échecs qui est capable de modéliser les conséquences jusqu'à 60 coups en avance de chacun des coups que va jouer l'adversaire. Ça fait des milliards de combinaisons possibles. Cette bête machine est imbattable. Elle est simplement totalement imbattable. C'est-à-dire qu'à la limite, la bête force du quantitatif l'emporte sur le plus subtil de l'intelligence. Par conséquent, on a déjà là un ensemble qui est assez dévastateur, et c'est cet ensemble qui a abouti à cette forme de régularité dont a parlé Étienne, et qui va aboutir à cette grande méthode qui pour moi est une deuxième vexation pour moi en tant qu'ancien président d'université, une deuxième vexation qui est l'analyse prospective. L'analyse prospective, c'est l'utilisation uniquement des trois outils que je vous ai dit. La connexion, la connectivité, les big data et les algorithmes. Jadis, et à Laval, comme à Québec, comme à Montréal, comme partout, une des destinées, l'un des débouchés des psychologues, des sociologues que nous formions, c'était de... Ils n'allaient pas tous faire de l'enseignement et devenir professeurs, de la recherche publique. Donc il y en avait qui travaillaient pour le privé afin de déterminer quels étaient les ressorts de la consommation des consommateurs, afin de déterminer ce que devaient être les campagnes de promotion, de présentation. C'était très important, parce que des fois, il y a des problèmes de débouchés chez les psychologues et les sociologues conformes. Sauf que c'est fini. C'est plus du tout comme ça qu'on fait. Et de mes psychologues et de mes sociologues, eh ben, pour ça, en tout cas, on en a besoin pour bien d'autres choses, mais pour ça, en tout cas, on n'en a plus besoin. Aujourd'hui, ce que l'on utilise, c'est l'analyse prospective. Un exemple réel. Comment fait-on pour proposer aux femmes enceintes les services et les biens
qui pourraient les intéresser, dont elles pourraient se servir, qu'elles pourraient acquérir. Eh bien, comme la vie privée, c'est un autre problème. La vie privée n'existe plus, potentiellement. Ce qui existe, c'est que nous n'intéressons pas ceux qui sont en possession des données. On n'intéresse pas tous. Donc c'est l'obscurité, l'humilité de notre position. Mais si vraiment, aujourd'hui, l'on s'intéresse à chacun d'entre vous, immédiatement, on peut savoir sur chacun d'entre vous ce que vous ne soupçonnez pas que l'on peut savoir. C'est totalement incroyable. Donc la vie privée stricte n'existant plus, la cryptographie, elle-même détermine des codes de confidentialité, mais détermine presque mathématiquement pourquoi il est impossible d'avoir un code de confidentialité inviolable. Donc la vie privée n'existe plus, c'est le nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est celui-là. On prend, et on a pris d'ailleurs, 5 000 à 10 000 femmes qui ont eu un test positif de grossesse. Et puis alors là, on a tourné vers elles tous les moyens de connexion qui existent. À quelle heure elles se lèvent et elles commencent à téléphoner. Peut-être elles se font réveiller par leur téléphone. Quand elles vont sur l'ordinateur, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles consultent? À qui elles envoient des messages? Qu'est-ce qu'elles commandent en ligne? Avec Google Earth, n'importe quoi, quelles sont les fleurs qu'elles mettent en terre, qu'elles cultivent, qu'est-ce qu'elles font, etc., etc. Et ça, cela fait beaucoup de données pendant 7 mois. Pendant 7 mois. À partir de là, on fait tourner les ordinateurs, les spécialistes, on fait des algorithmes, et ces algorithmes, on les applique sur la population des femmes entières. Et alors, ainsi, on détecte 98% des femmes enceintes, même quand elles ne le savent pas encore. La méthode qui est utilisée aujourd'hui pour proposer aux femmes enceintes des services et des biens qui intéressent les femmes enceintes, c'est ça. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est le monde, ça c'est le monde d'aujourd'hui déjà. C'est pas le monde de demain, c'est le monde aujourd'hui. Il n'est pas question encore d'intelligence au sens français du terme. Intelligence au sens anglais, comme l'en dit Étienne, oui. Mais vous voyez où on en est. Bon, je vais m'arrêter à ce résultat. L'analyse prospective détecte 98% des femmes enceintes. Quelle est l'information intéressante dans ce que je viens de vous rapporter? Peut-être, contrairement à ce qu'il apparaît, l'information intéressante n'est-elle pas que 98% des femmes sont détectées. Parce que si je vous affirmais, mesdames et messieurs, que malgré votre brillante intelligence, votre originalité, surtout vous qui allez écouter des conférences ésotériques comme ça sur les chemins, après des efforts, en bravant la pluie, vous êtes tout à fait admirable, que quand même, pour l'essentiel, vous faites aujourd'hui ce que vous avez fait hier et ce que vous ferez demain, et que vous passez votre vie à répéter les mêmes choses, et également à ce que faisaient vos parents, et que, en réalité, les vraies originalités de vos comportements, c'est tout de même l'exception, vous ne seriez pas étonné. Et vous ne seriez pas indigné. C'est une évidence. Et je vous dirais que vous n'êtes original, vous n'êtes originaux que dans 2% des cas. Oh, ma foi, oui, c'est un bon chiffre. C'est bien possible. Si bien que ce que disent ces résultats, c'est que quand même, il y a 2% des comportements humains qui sont irréductibles à l'utilisation de ces régularités auxquelles il a été fait allusion. Et ça, c'est très important. Parce que on peut émettre l'hypothèse que dans ces 2% figurent beaucoup de choses. Notamment, de quelque manière qu'on le modélise. La fulgurance créatrice. La vraie fulgurance créatrice. Maintenant, dernier niveau, deux derniers niveaux de ces nouvelles technologies. La robotique, la microélectronique, je passe rapidement, et l'intelligence artificielle à proprement parler. C'est quelque chose de différent.
de vraiment différent. On y a fait allusion. Comment cela s'est-il développé? Cela s'est développé sur l'étude, au départ, du fonctionnement du cerveau humain qui, je te le dis, très cher Étienne, est mieux connu que cela. Est mieux connu que tu ne le dis. C'est pas totalement la boîte noire, comme tu le dis. On en est aujourd'hui, c'est d'ailleurs inquiétant, et je ne crois pas que cela indique que nous soyons totalement transparents, mais enfin, des études du comportement cérébral de quelqu'un qui est en train de voir un objet que ceux qui étudient le comportement cérébral ne voient pas, permettent de reproduire une image déformée, certes, du spectacle que regarde la personne. Voilà. Aujourd'hui, on en est au niveau de l'étude du fonctionnement du cerveau, on en est là. Enfin, peu importe. Ce que l'on sait qui est bien établi, c'est que le substratum anatomique et cellulaire du fonctionnement cérébral, y compris des idées, c'est le jeu de formation extraordinairement plastique, labile, interactif de circuits neuronaux qui correspondent aux images emmagasinées, aux images travaillées en dehors de la conscience, aux images appelées à la conscience, etc., etc. Et donc, les spécialistes qui s'intéressaient vraiment à l'intelligence artificielle, il y a une vingtaine d'années de cela, se sont dit, eh ben voilà, on va utiliser nos composants pour essayer de reproduire les réseaux neuronaux. Pendant très longtemps, il y a eu un très grand scepticisme. On n'y croyait pas. Profondément, on n'y croyait pas. Et puis, il faut bien reconnaître que les premiers résultats sont tombés et les résultats sont intéressants. La base du deep learning, de l'apprentissage profond, c'est les réseaux de circuits, les réseaux de composants électroniques en multicouches. Parce que comment fait le cerveau pour traiter une information? Je vous vois, et je vous vois avec passion, je vous aime. Mais au départ, je vous vois. Que je vous aime vient après. Et donc, ces signaux qui ont été captés par mon lobe occipital ont d'abord été travaillés, et puis ont été mis en forme au niveau de mon cortex cortical préfrontal, et tout cela a ensuite été envoyé à des niveaux plus profonds pour essayer de rappeler, de mettre en regard ce que vous êtes, vos comportements, les souvenirs que j'en ai, les souvenirs plaisants, déplaisants que j'en ai, c'est-à-dire que l'information est captée, organisée et traitée par multicouches. Eh bien, aujourd'hui, le deep learning, c'est un traitement de l'information en multicouches. Réseau de circuits et en multicouches. Et les résultats qui ont été obtenus, notamment de reconnaissance, qui sont tout à fait importants, sont utilisés grâce à ces systèmes qui sont encore assez balbutiants. Ça fait 5 ans qu'ils fonctionnent. Au niveau purement intellectuel, rien à voir avec notre brillante intelligence, à vous, mesdames, et j'espère un peu à moi aussi. Rien à voir, ça reste encore assez sommaire. Mais évidemment, ça se surajoute avec le big data, des données innombrables et une rapidité d'exécution qui nous laisse pantois. Et donc, ça donne quelque chose d'extrêmement important. Ce qu'il y a de plus troublant encore, tout à l'heure, Étienne disait, on ne sait pas comment le cerveau humain fonctionne. Il avait en partie raison, bon, peut-être le sait-on mieux qu'il ne le disait, mais cela peut être dit aussi de ces circuits en multicouches. Quand on essaye de comprendre comment ces systèmes ont fait pour résoudre une tâche, type reconnaissance d'un visage après un apprentissage, reconnaissance d'un chat, reconnaissance d'une forme, traitement de l'image, etc., etc.,
Eh bien là aussi, quoi que ce soit très sommaire par rapport à un cerveau humain, on est dans une boîte noire. On ne comprend pas exactement le détail de ce qui s'est passé. On ne le comprend pas. On n'a pas encore totalement modélisé les réseaux qui se sont formés, qui ont été labiles, qui ont été évolutifs, leur chronologie. Il y a, dans ce domaine-là, un résultat qui est extraordinairement troublant. Maintenant, où ira-t-on? Je ne le sais pas, mais il faut bien voir qu'on est dans un ensemble qui est évolutif. Et il faut bien voir également que, à partir du moment où l'on a commencé à modéliser ces techniques, il n'est pas déraisonnable de parler d'intelligence artificielle. Puisqu'aussi bien, en effet, ces systèmes, d'ores et déjà, sont capables de répondre de manière adaptée à des questions nouvelles, de résoudre des problèmes qui sont des problèmes inusités. Il y a de nombreux exemples réellement de cela. Autour de là, il y a, au-delà de l'intelligence artificielle forte et de l'intelligence artificielle faible, il y a beaucoup d'interrogations, et notamment la grande question est la question de la singularité. Est-ce que ces systèmes vont devenir un peu comme des êtres singuliers? C'est-à-dire, vont-ils acquérir une autonomie? On sait qu'ils ont ces data fantastiques, que maintenant ils peuvent apprendre, qu'ils peuvent augmenter les data, qu'ils peuvent augmenter les algorithmes, qu'ils peuvent augmenter les stratégies. Cela a été questionné à propos des jeux électroniques tout à l'heure. Et jusqu'où on ira, honnêtement, on ne le sait pas. Donc, il y a plusieurs théories. On est totalement dans le domaine de la théorie. Je ne fais, de ce point de vue-là, strictement aucun pari. Il n'empêche que c'est déjà extraordinaire ou épouvantable, comme vous voulez. Mais en tout cas, quand on voit ce à quoi parvenaient les bêtes big data tout seuls, aujourd'hui, en effet, un monde différent de ce que nous avons connu se prépare. Imaginons que l'intelligence artificielle soit devenue beaucoup plus intelligente qu'elle n'est aujourd'hui. Elle est performante, imaginons qu'elle soit devenue beaucoup plus intelligente. Quelle différence restera-t-il entre une intelligence humaine et une intelligence artificielle? Quelle différence? Car elle restera artificielle, même si elle est brillante. Elle restera artificielle. La différence fondamentale, c'est le corps. La machine n'a pas de corps. La machine n'a pas de corps. On peut entrer dans la machine des informations du corps humain, mais elle n'a pas de corps. Comment fonctionne notre esprit? Comment fonctionne l'esprit humain? Comment fonctionne la raison humaine? J'en ai parlé hier. Eh bien, la raison humaine est totalement indéconnectable de la passion humaine. Il n'y a pas de raison humaine sans afférence, efférence, afférence de la passion, efférence vers l'émotion. Quand je raisonne, je me rappelle un souvenir agréable, désagréable. Lorsque j'ai à raisonner et que ce raisonnement m'émeut au point que je sens d'un seul coup mon cœur, on parlait du cerveau cardiaque hier, mon cœur battre, que je sens mes aisselles devenir moites, que je sens la tumescence de mes organes génitaux, le clitoris ou le pénis. De ce côté-là, je ne fais aucune différence. On sait très bien que tout cela va profondément modifier la manière dont nous raisonnons. Et dans certaines des activités qui sont les plus spécifiquement humaines, qui est la création artistique. Écoutons Pablo Picasso. Pablo Picasso nous disait, l'art n'est pas chaste. L'art n'est pas chaste. S'il est chaste, ça n'est pas de l'art. La machine est désespérément chaste. Désespérément. Elle peut vous faire jouir, c'est facile. Elle n'a pas besoin d'être électronique et très élaborée pour arriver à nous faire jouir. C'est assez commode. Cela étant dit, essayez donc de faire jouir une machine. Celui d'entre vous qui fera jouer une machine, il me donnera sa recette. Et cette différence, je le dis en plaisantant, mais elle est beaucoup plus profonde réellement que cela. Aujourd'hui, il y a une exposition à Paris d'art produit par les machines.
Et on voit bien ce qui est possible. Ce qui est possible est déjà troublant. Que peut faire une machine? Une machine est capable de réarranger de manière aléatoire, à une vitesse totalement incroyable, le connu, qui est une des formes de la création artistique après tout. D'autre part, une machine, par l'analyse prospective, peut connaître très bien ce que sont les déterminants des goûts humains. Ce qui pousse à dire c'est beau et j'ai envie de l'acheter. Et donc, une machine peut, et c'est ce qu'elle fait déjà, à toute vitesse, former des artefacts nouveaux par un réarrangement aléatoire de l'existant à toute berzingue et avec un crible retenir ces arrangements qui par hasard sont susceptibles de plaire. La cote de ces artistes-là est déjà élevée, mesdames et messieurs. Elle est déjà élevée. Mais pour moi, et là je suis d'accord avec Étienne, ça n'est pas la jeune fille à la perle, profondément. Ça n'est pas ce en quoi l'art vient de cette palpitation entre la raison et l'émotion. Il faut un corps pour créer, profondément. Alors, ma conclusion, elle est optimiste en réalité. Je pourrais développer longuement le sujet, mais elle est relativement optimiste. Est-ce que le monde va être transformé? Oui, le monde va être transformé, profondément. Cela étant dit, il y a deux domaines, dans lesquels, même si elle évolue beaucoup, pendant au moins très longtemps, ces robots intelligents, vraiment intelligents, artificiellement intelligents, mais vraiment intelligents, laisseront des créneaux intéressants à l'humain. D'abord, c'est celui de ce qui se passe. Hier, en m'amusant, Florence était à côté de moi, je lui prenais la main, je la regardais. Le domaine de la rencontre de la peau à la peau, de l'éclat du regard à l'éclat du regard, du désir avec les effets sur le corps au désir. Un élément fondamental, ça, quoi que vous disiez, monsieur, d'ici que la machine le réussisse, comme nous, on le réussit, on a encore de la marge. Derrière cela, il y a ces 2% de liberté que nous avons, cette espèce de propension à la fulgurance créatrice, telle qu'elle est alimentée également par l'émotion. Ça va rester notre apanage pendant un certain temps. Alors si nos jeunes, sachant le monde qui vient, on sait les éduquer, de telle sorte que, avant tout, ils privilégient cette attention à l'autre, où ils vont dominer, cette créativité vraie, cette ouverture, cette préparation à ce qui ne peut pas être prévu, mais à cette fulgurance créatrice. Et Étienne a eu tout à fait raison de dire que la fulgurance créatrice ne vient pas d'un désert, elle vient quand il y a une préparation intellectuelle à ce que ça fulgure naturellement. Il y a une masse critique qui va préparer la fulgurance. Alors c'est pas la plus mauvaise part qui peut-être, si on fait attention, est laissée à l'humain. Maintenant, on m'a demandé de parler également du transhumanisme en 5 minutes. Mais j'ai dit le plus important. Il faut s'entendre sur ce que l'on entend par transhumanisme. Je vais vous donner 2 cas que j'appréhende d'un point de vue moral de manière fort différente. Le premier cas, il y a encore malheureusement des théâtres d'opérations militaires sur Terre, et comme ça se passe sans doute tous les jours, un véhicule militaire saute sur une mine. Il y avait 4 occupants, 3 sont tués, et le 4e est très très gravement blessé. Ses 4 membres sont déchiquetés, ses yeux sont brûlés, il a un traumatisme cardiaque, thoracique, cardiaque. On arrive à le récupérer et il est sous circulation extracorporelle, cœur-poumon artificiel, il est là. Et puis comme la technique a fait des progrès, et notamment les interfaces machine-cerveau, et qu'on connaît beaucoup, je vous l'ai dit, du fonctionnement du cerveau, eh bien on lui implante 4 membres articulés par la volonté. Et cette volonté, la machine le permettant, va conférer à ses doigts artificiels une agilité qui sera comparable à l'agilité dont il témoignait avant cet horrible accident. Naturellement, les yeux vont être remplacés par des dispositifs photosensibles qui arriveront à connecter au niveau de ce qui reste du nerf optique ou alors du lobe occipital les informations
Ça, c'est déjà, pas au point, mais c'est en train de progresser. L'audition, c'est déjà fait depuis longtemps. Et on aura progressé dans les cœurs artificiels. Aujourd'hui, ça reste un peu difficile, mais je veux dire, pour l'essentiel, quand même, c'est une pompe. Et donc, on aura progressé et on implantera une pompe qui fonctionne très très bien. D'après nos références de science-fiction, ce soldat réparé sera un cyborg. Ses bras seront artificiels, ses yeux seront artificiels, son cœur sera artificiel. Cela dit, entre vous et moi, qu'est-ce qui est le plus humain? Est-ce que c'est cet homme tronc, aveugle, en survie grâce à une machine? Ou alors, est-ce que c'est cet homme réparé avec toutes ses prothèses, qui désire, qui aime, qui est, qui fait des projets? Évidemment, cet homme réparé est profondément humain malgré l'adversité. Malgré l'adversité, il est profondément humain. Alors ça, c'est important. Si on le considère, et si vous acceptez de me suivre dans cette considération, ça veut dire que l'appréciation d'une technique, l'appréciation éthique et morale, ne peut absolument pas se limiter à son degré d'artificialité. C'est un peu, on va dire, une dérive que l'on connaît. Ah, quelle horreur! C'est tellement contre nature, vous vous rendez compte? Bon, mon cyborg, il est contre nature, n'empêche que c'est un humain. Malgré tout, c'est un humain. Maintenant, je peux avoir un autre objectif. Soit par les techniques de modification du génome, CRISPR-Cas9, la réécriture de bouts de génome, et surtout par l'intégration à l'intérieur d'un humain de ces dispositifs intelligents, créer un transhumain qui sera surhumain. C'est-à-dire un homme qui sera amélioré. C'est un projet extrêmement important. On connaît le discours. On connaît toutes les insuffisances, les imperfections de l'homme. Il souffre, il vieillit, il meurt, il est sensible à des maladies. La science est extraordinaire. Eh bien, tentons donc de créer un homme qui, cette fois-ci, ne souffrira plus, ne sera plus malade, vieillira moins, peut-être sera immortel. Voilà. Quel magnifique projet. Qu'en penser derrière le fantasme, la fantasmagorie qu'il y a derrière ces propos? D'un point de vue purement appréciation morale du dessin. Même de la part des critiques de la technique, il faut considérer, cela a été rappelé ce matin par Florence, il faut reconnaître que la technique, la technologie, la médecine a trouvé une partie de sa justification en permettant de compenser des inégalités de nature. Quand moi, médecin, je transforme une personne qui souffre en personne qui est guérie, je lutte contre une inégalité qui est créée par la maladie. Je suis président d'une importante association qui collecte des fonds pour les personnes handicapées. Quand grâce à tout cela, on arrive à permettre aux personnes handicapées d'avoir accès à leur pleine citoyenneté, comme la loi de 2005 le recommande, de la même manière, on lutte contre les inégalités. Mais quand la vie, en règle générale, permet au petit chétif, à la petite femme fragile, fondamentalement, d'avoir autant de possibilités de pouvoir dans la vie, de conduire pareil des automobiles, de faire tout, il y a également une proportion de la technique à lutter contre les inégalités de nature. Il faut se rendre compte et dire qu'un projet dont la finalité ne serait plus de lutter contre les inégalités de nature, mais d'en créer de nouveau de nouvelles. C'est-à-dire créer des lignages améliorés. Est-ce que l'on va améliorer 7 milliards d'humains? C'est ridicule, c'est absurde. Les techniques nécessaires montrent bien combien c'est ridicule. Est-ce que cette volonté-là, ce dessin-là, ce projet-là, n'est pas une négation de la part de notre enthousiasme scientifique, de notre enthousiasme technique, qui était le plus légitime, compenser les inégalités de nature. Et par conséquent, en dehors des fantasmes autour du transhumanisme, il doit être combattu. Parce que le monde de demain que nous voulons
C'est un monde où, effectivement, nous aurons de plus en plus le moyen de lutter contre les inégalités, qu'elles soient économiques ou bien qu'elles soient physiques. Je vous remercie. Bonjour, merci beaucoup pour ces superbes explications. Moi, j'aurais voulu revenir sur la notion du cerveau et la description, j'allais dire, matérielle, notamment au niveau de la créativité, et comme Étienne en a parlé tout à l'heure avec la créativité d'Einstein et compagnie. Et moi, j'aurais des questions autour de la conscience et de sa localité. Est-elle locale, non locale? Je parle de la conscience individuelle et aussi des hypothèses de Teilhard de Chardin, d'Erwin Laszlo, autour de la noosphère et des champs akashiques, de cette conscience universelle. Et ma question serait, est-ce que justement, le futur de l'humanité, ce n'est pas de développer nos capacités de conscience, qui peut aller alimenter notre créativité de façon superbe, plutôt que de se battre contre une artificialisation de notre corps pour suppléer ou augmenter nos capacités créatives et de potentiel. Je vais commencer par parler de la base de la conscience, qui est la conscience de soi. La conscience de soi est la conscience que celui qui a vécu différents épisodes dans sa vie, qui en a tiré des leçons, celui qui rencontre un nouveau problème, qui affronte une nouvelle circonstance de la vie, qui doit y répondre et qui doit se préparer à aménager son futur, c'est le même être, c'est moi. La conscience de soi, profondément, c'est cela. La conscience de soi est possédée par les homos. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'Homo sapiens. On présume que l'homme de Néandertal l'avait aussi, et sans doute Homo erectus l'avait également. Mais pas simplement, on sait que les grands primates non humains ont également cette forme de conscience, et on a quelques éléments, on a trouvé des indications par des tests particuliers indiquant que les grands éléphants et les dauphins ont également accès à un peu cette forme de conscience. Les autres animaux, on n'en a pas le sentiment, on n'a pas réussi à le démontrer. Je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, on n'a pas réussi à le démontrer. Maintenant, cette conscience de soi comporte une partie qui est de conscience collective. Et à travers la science participative, à travers cette possibilité de connexion, à travers le fait que nous nous réunissions aujourd'hui dans ce site magnifique, à l'ombre de ces totems, intéressés par des sujets qui sont tout de même compliqués. Et évidemment, nous sortons de la conscience de nous-mêmes. Moi, ce que je vous raconte, je ne me le raconterai pas à moi-même. Me le raconter à moi-même, ça ne m'intéresserait pas du tout, bien entendu. Et donc, vous en saisissez ce que vous voulez, vous le contestez. Mais il y a quelque chose d'un niveau supérieur collectif de la conscience. Je vous ai dit à vous ou à quelqu'un d'autre que la seule hypothèse de l'esprit que je faisais était un esprit immanent et non pas un esprit transcendant. Donc c'est la seule forme de spiritualisme dont je me reconnais. Donc oui, alors maintenant, je ne parlerai pas... J'ai du temps où j'étais chrétien. Je me suis beaucoup intéressé à Teilhard de Chardin. Comme je vous ai dit, maintenant, cette hypothèse, y compris du point oméga et de la noosphère, est un peu étrangère à ma réflexion. Mais aucun problème. C'est... Voilà ce que j'ai à vous dire de la conscience. La question a été posée tout à l'heure, est-ce que la machine sera consciente? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'honnêtement, aujourd'hui, on ne peut pas répondre oui, mais il est impossible de répondre non. Il est impossible de répondre non. Pour quelle raison? C'est que, quels sont les paramètres importants pour qu'un dispositif intelligent, même artificiel, soit conscient? Il faut qu'il ait une mémoire accessible en permanence. Ça, la machine, elle a une mémoire accessible en permanence. Il faut qu'il puisse marquer par un signe distinctif tout ce qui lui appartient en propre, qui vient de ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, de ce qu'il acquiert par ailleurs. Ça, la machine, il n'y a aucun problème. Elle peut marquer
d'un signal extrêmement facile à reconnaître, tout ce qui vient d'elle et par rapport au reste. Donc elle a certaines propriétés qui pourraient laisser supposer que cette machine, dotée d'une intelligence artificielle, est capable d'établir une certaine idée de l'unicité de elle, machine, en tant qu'elle a eu des expériences, qu'elle a à résoudre un nouveau problème et qu'elle se projette dans l'avenir. Je ne peux pas du tout l'affirmer, naturellement. C'est compliqué, parce que même on pourrait me demander la conscience morale, alors. Moi, j'essaye d'avoir une conscience morale. C'est pas mon métier. On n'est pas éthicien de métier, mais enfin, c'est une partie de mes activités depuis tant d'années. La bête machine ne peut pas avoir de conscience morale. Mais je vous ai dit hier, je crois, pour moi, la morale, c'est le souci de l'autre. Il n'y a pas d'autre règle morale pour moi que le souci de l'autre. On va faire une expérience de pensée. Imaginons un système de machines un peu intelligentes, mais qui peuvent progresser puisqu'elles peuvent apprendre. Ces machines un peu intelligentes, en réseau, apprennent les unes des autres. Et apprenant les unes des autres, leur niveau de performance augmente. Régulièrement, on les soumet à un test qui détruit toutes celles qui n'ont pas atteint un niveau de performance suffisant. Celles qui interagissent le mieux avec d'autres et donc qui ont appris mieux seront plus performantes et seront sélectionnées. C'est-à-dire, par cette expérience de pensée, on peut arriver à faire émerger des machines qui, en tout cas, ont une propriété, c'est leur propension à interagir avec d'autres machines. Alors, est-ce que c'est de la morale? Non, sans doute pas. Mais vous voyez, simplement pour attirer votre attention sur le fait qu'il faut se garder des réponses trop rapides en ces domaines-là. C'est d'une extraordinaire complexité. Voilà. Mais la machine n'a pas de corps. Et ça reste extrêmement important. J'avais une question. Michel Serres dit qu'actuellement, on est comme Saint-Denis. On se promène avec notre tête sous le bras. Et moi, ma question, c'est est-ce que nos têtes sous le bras, mais les smartphones, enfin ces iPhones ou autres, enfin, tous ces objets qui sont des ordinateurs d'une puissance extraordinaire, est-ce que c'est un appauvrissement ou est-ce que c'est un enrichissement? Est-ce qu'il faut considérer que maintenant nous sommes des humains améliorés? Enfin, ceux d'entre nous, évidemment, c'est pas toute la planète, mais ceux d'entre nous qui peuvent les avoir, est-ce que ça fait de nous des humains améliorés? On n'a plus besoin d'avoir autant de choses dans la tête, mais voilà, on a accès à énormément de choses quand on veut. Évidemment, tout le monde n'a pas un smartphone, mais quand vous regardez la progression de la connexion dans le monde entier, je suis retourné en Afrique il y a peu de temps, le nombre d'Africains qui ont un smartphone est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir une vision qui indiquerait que l'évolution de notre monde technologique laisse des territoires réserves qui n'en connaissent rien. Des fois, ils n'en connaissent pas le meilleur. Et cela est déplorable pour leur équilibre. Ça, c'est un autre problème. J'ai écrit avec Albert Jacquard un livre qui s'appelle « L'avenir n'est pas écrit », qui est vraiment un appel à la conscience et à la mobilisation. L'avenir n'est pas écrit, il sera ce que nous en ferons. Est-ce que ces nouveaux outils peuvent être un moyen, justement, de lutter contre l'isolement, de diffuser, quand ce n'est pas possible autrement, l'information, voire l'enseignement? Est-ce que donner accès n'importe où, qui est peu connecté par ailleurs, lui donner accès à toutes les informations à partir du moment où il y a un accompagnement humain pour créer l'appétence, pour créer la connaissance qu'on peut accéder à ces informations? Est-ce que ce peut être un progrès pour l'homme? La réponse est oui. Est-ce que les réseaux sociaux, qui en permanence sont dans le négationnisme, sont en règle générale la théorie du complot, sont des endroits où, sous le couvert de l'anonymat, les haines les plus absurdes et les plus abominables se déversent? Est-ce que ça, c'est une amélioration pour l'homme? La réponse est non. Donc, pour la technique, en règle générale,
elle existe. Elle pose un problème extrêmement important. L'intelligence artificielle, telle qu'on en a parlé ce matin, va bouleverser le monde, est en train de bouleverser le monde, il n'y a pas de problème. Et l'avenir ne sera pas celui qu'il eût été sans ces nouvelles techniques. Mais ce qu'il sera par rapport à l'humain, eh ben, c'est à nous que cela revient en partie quand même de le déterminer. Allez, haut les cœurs, allons-y. Une dernière question. Oui. Je ne suis pas très créationniste, donc je suis de ceux qui pensent que le cerveau... Je vais répéter. Alors, est-ce que le micro est dans le bon sens? Vous en prie, mais je répéterai, monsieur. Oui, je disais que je ne suis pas très créationniste, donc je pense que le cerveau humain est le fruit d'une évolution, et donc qui a permis à l'homme de s'adapter à son milieu. Si un jour il existe des robots intelligents, à quel milieu seraient-ils adaptés? Et ne faudrait-il pas les plaindre d'avance d'avoir à nous supporter? C'est une très 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 bonne question. Tout d'abord, à propos de la théorie de l'évolution, je voudrais dissiper un malentendu. Il n'y a aucun élément pour penser que nous sommes plus intelligents que les humains qui ont vécu il y a 40 000 ans. Avant, on ne sait pas trop. Alors, la question était, je ne suis pas créationniste, je crois que le cerveau est un produit de l'évolution qui nous permet d'être adaptés, et demain, on va rencontrer les robots intelligents. Est-ce qu'ils n'ont pas à se faire du souci d'avoir à nous supporter? Voilà, belle question, n'est-ce pas? On peut applaudir monsieur, allez. Donc, qu'est-ce que je vous racontais, moi? Comment? Oui, je parlais de l'évolution. Je vais dissiper un malentendu. Ce qu'il y a de plus... on n'a pas les éléments, mais la forme d'aptitude à gouverner de manière précise la main, appréhender ce que l'on a connu, le transformer de manière cérébrale, imaginer les solutions pour le rendre, et qui a abouti aux peintures rupestres de la grotte Chauvet, prouve que l'homme qui a peint cela était évidemment notre égal. Intellectuellement, il était évidemment notre égal, et s'il était notre égal il y a 36 000 ans, les premières peintures rupestres de la grotte Chauvet datent il y a 36 000 ans, il n'y a pas de raison de le penser il y a 40 000 ans, et après je ne sais pas. Donc, et pour quelle raison alors, vous me direz, souvent on dit mais notre intelligence dans ce monde technologique a dû se développer. Mais pas du tout, l'évolution ne fait pas ça du tout. Ce que fait l'évolution, c'est qu'elle favorise ceux qui se reproduisent le plus vite, le plus efficacement. L'évolution ne fait que ça. Ce qu'on appelle la sélection naturelle, c'est la sélection des espèces qui se reproduisent le mieux. Or aujourd'hui, en tout cas, il est de notoriété publique que la brillante intelligence, la brillante habileté, c'est très difficile, l'intelligence, c'est un terrain extrêmement miné. De certains, n'est pas considérablement un avantage reproductif. Et donc, on n'a aucune raison de penser que, de la même manière qu'il n'y a pas eu d'évolution des capacités intellectuelles, on n'a aucune raison de penser que l'intelligence humaine évolue dans les temps modernes. La sélection naturelle continue de fonctionner, mais pas sur ce plan-là. Alors, demain, face aux robots, c'est beaucoup plus la conscience collective, la noosphère d'Eyard de Chardin qui pourrait intervenir. C'est-à-dire que les humains, à un moment donné, pourraient avoir à déterminer, peut-être dans le sens que j'ai proposé, quelle est la réaction et comment ils vont essayer de fortifier leur créneau, qui est réellement le créneau de l'apanage. Le grand danger, je vais vous dire, Étienne Klein l'a déjà dénoncé, et il me rend très malheureux, il m'inquiète. Le grand danger,
c'est celui de notre sentiment en général quand les outils que nous créons deviennent très performants. Dès qu'on a créé des machines-outils pour emboutir les casseroles, on a été très intimidé par leur puissance et on a cessé pour l'essentiel de faire des casseroles avec une enclume, un marteau et une tôle. La machine le fait tellement mieux. Lorsque on a créé des automobiles, eh ben on n'a pas rivalisé à la course à pied avec les automobiles. Leur vitesse est intimidante. L'habileté, la vitesse de fabrication des casseroles est intimidant. Le risque principal est que la performance des machines à penser devienne tellement intimidante que nous renoncions collectivement à penser. Ça, c'est un vrai danger.